caractérisait Louis, c'était sa grande humanité. Humanité, mais aussi humilité. C'est quelqu'un qui a eu les plus grandes responsabilités à la tête de la CGT et qui pour autant était toujours en proximité avec les militants. Il n'allait pas chercher la facilité. Il n'a jamais cherché à être d'accord avec tout le monde, mais il cherchait à se faire comprendre. C'est quelqu'un d'anticipateur. Oui, alors moi j'ai connu Louis Vianney un peu après mai 68 et un jour il m'a expliqué que militant CGT, mais également militant et responsable des jeunesses communistes à Lyon, il ne pouvait pas comprendre la position du Parti communiste qui interdisait aux syndicalistes et aux jeunes de la CGT et du PC d'intervenir et de manifester avec les étudiants. Ça n'était pas tolérable. Et Louis Vianney estimait que lui, me disait-il, moi j'étais jeune, communiste et syndicaliste, je me devais être dans la rue avec les étudiants. Et c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas. Et Vianney a une qualité, pourtant j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, que peu de personnes ont, c'est qu'il est extrêmement fiable. Quand il dit quelque chose dans une rencontre informelle, c'est quelque chose sur lequel il s'engage et sur lequel il ne reviendra pas. C'est-à-dire que les informations ou les éléments qu'il donne, c'est des éléments qui sont vraiment sa pensée. Louis, qui avait déjà une expérience importante de dirigeant du Rhône, mais après dirigeant de la Fédération des PTT et dirigeant confédéral, puisqu'il était au bureau confédéral, a amené des modifications, mais qui n'ont pas percuté, et qui ont été vues d'ailleurs très longtemps, enfin quelques temps après. C'était un homme qui a ouvert le chemin. Je pense notamment aux questions du rassemblement, aux questions de l'indépendance du syndicat, et il l'a fait en appelant l'intelligence. Et un jour, notamment s'agissant des lignes téléphoniques, l'installation des lignes téléphoniques, les femmes ne pouvaient pas finalement travailler pour installer des lignes téléphoniques sur les poteaux, etc. Et il y a eu un comité technique paritaire au niveau du ministère finalement, et Louis Vianney a dû voter contre. Moi j'avais voté pour au titre de la CFDT bien entendu. Et après la réunion, nous sommes allés tous les deux voir le président qui était le directeur du personnel en même temps, et il lui a dit, il s'appelait Simon, Monsieur Simon, je suis obligé de voter contre car mon organisation n'acceptera pas que je vote contre le statut particulier finalement élaboré par Maurice Thorez, mais moi je suis pour, faites-le monsieur le directeur, j'ai dû voter contre, etc. Alors Louis Vianney, je l'ai connu un peu lorsque j'étais dans l'équipe d'Edmond Maire à la CFDT. Nous nous retrouvions au CNPF, c'est-à-dire dans les locaux du patronat français, pour des négociations. Et puis, un beau jour, Edmond Maire annonce à un petit groupe, à Jean Caspar et à moi-même, que Louis Vianney avait fait une démarche pour rencontrer la CFDT, dans une période où on ne se parlait pas, où la CGT de Krasuki et la CFDT d'Edmond Maire étaient antagonistes. Et il demande à venir à la CFDT. C'était une démarche personnelle, je crois, en tout cas officieuse. Et Edmond Maire nous demande de rencontrer Louis Vianney. Et moi, dès cette première rencontre, qui n'a pas eu de suite, j'ai eu l'impression que nous avions rencontré un dirigeant syndical qui voulait changer la donne, qui voulait réintégrer le jeu contractuel et en tout cas participer aux échanges intersyndicaux. En tout cas, dans la tradition qui est la sienne, il y a la conscience qu'il faut que la CGT bouge, sinon elle risque de mourir. Et il faut être beaucoup plus attentif que par le passé à ce que sont les salariés, ce qu'ils souhaitent, comment ils évoluent, comment ils voient l'avenir. Ce qui l'intéressait,
dans ce rapport avec ce monde de la recherche que d'un certain point de vue je représentais, c'était les idées nouvelles qu'on parvenait finalement, dans le cadre de nos analyses, à faire apparaître, et qui l'intéressaient particulièrement, y compris parce qu'elles étaient en débat au sein de la CGT. Et je me souviens très très bien, en relisant les rapports, ces 3 rapports, récemment, je vois que, par exemple, dans le premier, ce qui l'intéresse, c'était la manière dont on abordait la question de la réduction du temps de travail, puisque la première loi Aubry apparaissait. Les organisations syndicales avaient des positions différentes sur cette question de la réduction du temps de travail. Au sein même de la CGT, il pouvait y avoir débat sur, selon les fédérations, comment on abordait la question. Et Louis disait pas du tout, mais il faut surtout pas parler de ça, ou il faut donner le point de vue de la CGT là-dedans. Pas du tout. Au contraire, ce qui l'intéressait, c'est qu'on donnait justement une vision différenciée des points de vue exprimés et qui permettait justement de faire progresser le débat. On avait fait une étude sur la diversité du salariat et des formes de chômage, sur les discriminations. Et là, ça l'avait aussi particulièrement intéressé, puisque derrière, effectivement, on sait bien qu'il y avait des rapports différents avec ces catégories de travailleurs, des formes de syndicalisation qui n'étaient pas les mêmes, et ça l'intéressait beaucoup. Dès 1993, il n'y a pas de consigne de vote de la CGT, alors qu'il est élu en 1992 secrétaire général, pour les législatives, et très vite dans le processus qui s'engage, c'est son départ du bureau politique du Parti communiste, en considérant qu'il y a aujourd'hui quasiment incompatibilité entre les 2 fonctions. Et en sachant que ça a été plutôt bien accueilli dans la CGT, sans véritablement de problème, même si une partie des dirigeants de la CGT étaient eux-mêmes membres du comité central du Parti communiste. Mais bon, la situation avait évolué dans ce sens-là. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur le plan syndical lorsqu'il est venu sur Paris, à la Fédération, pas encore comme secrétaire général, son secrétaire général qui estimait que la CGT devait effectivement répondre aux injonctions du bureau politique du Parti communiste, ce qui n'était pas l'avis de Louis Vianney, qui estimait que le syndicalisme devait finalement définir lui-même son projet de réforme, ses revendications, et qui n'avait pas finalement à obtempérer aux ordres finalement du bureau politique du Parti communiste. Et quand il est arrivé d'ailleurs secrétaire général de la Confédération, il était membre du bureau politique du Parti communiste, mais il a démissionné du bureau politique. Il était engagé au sein du Parti communiste français, et pour autant il s'était forcé à ce que son propre engagement ne porte pas préjudice à l'organisation. Autrement dit, il ne confondait pas son engagement personnel avec le positionnement de l'organisation, et chacun a pu le relever. D'ailleurs, durant ses mandats, il a pris soin de modifier la relation qui pouvait apparaître encore trop organique entre la CGT et le Parti communiste français, puisqu'il a quitté les instances où il siégeait, justement pour permettre à la CGT de mieux apparaître comme un syndicat susceptible de rassembler des salariés, quelles que soient leurs opinions politiques ou sur différents terrains. Donc voilà ce qu'était Louis Vianney, c'est-à-dire un peu l'antithèse de la conception très centralisatrice de la CGT, son indépendance vis-à-vis du Parti communiste. Louis Vianney, au fond, dès 1994, ému par un certain nombre de convictions au travers des échanges que j'ai avec lui, ce que j'en comprends, ou les échanges avec son entourage. C'est d'abord qu'après la chute du mur de Berlin, la CGT doit complètement s'autonomiser du Parti communiste. La seconde conviction, c'est que la CGT est mortelle. C'est un syndicat dont on peut s'interroger sur la pérennité à terme à l'extérieur de la CGT, mais je sens que chez Louis Vianney, c'est une vraie préoccupation parce que tout va très vite à l'époque, et donc son sujet, c'est la survie de la CGT, de ses fondamentaux, de ses valeurs. Et puis arrive 1995. Et s'il n'y avait pas eu le mouvement social de 1995, avec la forme particulière qu'il a prise, Louis Vianney ne serait pas allé aussi loin. Du coup, il y a l'idée qu'il se passe quelque chose, que la CGT n'est peut-être pas morte. Et en même temps,
Quand le mouvement social s'arrête, le baromètre d'après sur l'image de la CGT ne voit pas d'amélioration substantielle de l'image de la CGT ou de celle de Louis Vianney par rapport aux autres leaders syndicaux, alors même que la CGT a été du mouvement social qui a soutenu l'opinion. Louis Vianney se dit, mais on peut et on doit y aller. C'est qu'en fait, il n'y a pas à redouter que les salariés, les cadres, les ouvriers puissent être, je dirais, sous la dépendance de l'idéologie dominante patronale. Non, c'est plus ça le sujet. Les mutations de la CGT, c'est syndicalisme de conquête, contrairement à ce que disaient les journalistes ou les gens extérieurs. C'était, on s'appuie sur ce que souhaitent les salariés, on le pousse, et en fonction de ça, on essaye de conquérir les choses. Mais ce sont les salariés, dans la dynamique qui est la leur, qui doivent dire ça. Évidemment, le moment 35 heures, délégation pour les 35 heures, a été un moment tout à fait décisif parce que ça a permis, au fond, de donner corps à ce syndicalisme de conquête. Deuxième élément, syndicalisme rassemblé, c'est-à-dire, c'est logique, si on s'indexe sur ce que veulent les salariés, alors normalement, les syndicats doivent converger. Si la CGT est en pointe, la convergence de la CGT et le syndicat rassemblé va mettre la CGT au centre du dispositif. Sa réflexion, c'est qu'on est devant une évolution du salariat qui est extrêmement forte, avec un éclatement du salariat qui est considérable. Et qu'on ne peut pas prétendre qu'une seule organisation va régler ce problème-là. Et que la diversité syndicale, le pluralisme syndical, sont un élément de difficulté pour répondre à cet enjeu. Donc il y a une nécessité absolue d'avoir une vision d'un syndicalisme, et il invente le terme de syndicalisme rassemblé. Il a une formule très forte qu'il utilise très souvent. Aucune centrale syndicale française ne peut prétendre résoudre les problèmes sociaux dans ce pays à elle toute seule. Donc l'unité n'est pas un problème tactique, c'est un problème vital pour prétendre à ce que le syndicaliste ne devienne pas. Il l'utilise plusieurs fois, notamment dans son livre qu'il écrit sur les défis du syndicalisme en 1995. Si le syndicalisme n'évolue pas dans ses conceptions par rapport à ce monde du salariat extrêmement éclaté, s'il n'évolue pas sur ses rapports et ses pratiques unitaires, il risque d'être marginalisé. Une profonde conviction qu'il faut une mutation importante. Vianney est extrêmement lucide. Il dit la diversité syndicale existe et on ne va pas la modifier. En 1995, avec Jean-Louis Moineau, je vais avoir l'occasion de le rencontrer. Et les braséros des grèves de 1995 sont encore chauds et même allumés. Et on parle surtout de la poignée de main de Marc Blondel et de Louis Vianney. C'était un geste historique. Depuis 1947, on n'avait pas vu une chose pareille. Les deux organisations se tournaient le dos, et là, les deux chefs syndicaux se serrent la main. Et Louis Vianney me répond, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rencontrer Nicole Notat. Et je veux la rencontrer parce qu'elle est la secrétaire générale de la CFDT. Je suis stupéfait. C'est contraire à tout ce qu'on lit dans la presse, à tout ce qu'on entend, où l'on parle d'un front radical avec la CGT, Force ouvrière, de Blondel, etc. Et là, il veut rencontrer tous les syndicats, dont la CFDT. Mais il a contribué à ce que des premiers dirigeants syndicaux reprennent contact au point de rendre banal les échanges entre premiers dirigeants, pour ensuite l'officialiser un peu plus largement au niveau des organisations. Ça a été le choix, là beaucoup plus public et politique, aussi de se rendre au congrès de la CFDT, ce qui était un acte fort, qui a pu susciter d'ailleurs des débats, mais Louis a tenu, par ce geste en quelque sorte, être cohérent dans le comportement avec le discours et l'orientation du syndicalisme rassemblé. Ce qui a par la suite aussi, ce qui s'est traduit par la venue de la secrétaire générale
de la CFDT au congrès de la CGT, ce qui pouvait être aussi à la fois vécu comme un événement, un objet de polémique, mais qui permettait en même temps de discuter de la nature des relations à entretenir entre confédérations syndicales françaises. Me disait-il, moi je suis pour que, et je vais me battre, et je me bats à l'intérieur de la Confédération CGT pour quitter la Fédération syndicale mondiale, qui était sous les ordres finalement du Parti communiste de l'Union soviétique, mais il me disait, je n'y arriverai pas tant que le président de la FSM, Fédération syndicale mondiale, sera l'un des nôtres, c'est-à-dire un responsable qui était à la CGT avant d'aller vers la FSM. Ça a été quand même très très important. Alors la décision concernant le départ de la FSM a été prise, validée par le Congrès confédéral en 1995. J'étais d'ailleurs président de séance du Congrès au moment de ce débat, et je dois dire qu'il n'y a pas eu d'intervention, à la grande surprise générale. Il n'y a pas eu d'intervention pour contredire cette orientation, tout simplement parce que le processus était arrivé à son terme et que très largement dans la CGT, c'était une évidence que nous ne pouvions pas nous retrouver dans cette organisation internationale qui manifestement ne correspondait plus à nos attentes, à nos aspirations et à nos valeurs. Une manifestation extrêmement importante a eu lieu quelques années plus tard, en 1997, c'est le 16 mars 1997 à Bruxelles, contre la fermeture de Renault-Villevorde, où pour la première fois, l'ensemble des secrétaires généraux des syndicats français, alors que la CGT n'est toujours pas membre de la CES, c'est-à-dire Marc Blondel, Nicole Notat, Louis Vianney et Emilio Gaviglio, secrétaire général de la CES, manifestent ensemble. C'est la première fois que la CGT est acceptée dans une manifestation européenne, et ça amène le Monde à titrer, l'article du Monde, c'est la fin de la guerre froide syndicale. En même temps, il a fallu dépasser certains obstacles, et notamment des obstacles franco-français, puisque Louis a contribué naturellement à faire mesurer toute l'importance qu'il y avait d'être présent dans les instances syndicales européennes, en l'occurrence au sein de la Confédération européenne des syndicats, mais pour ce faire, selon une règle un peu préétablie, il fallait aussi l'accord des syndicats français pour accepter un nouveau membre dans ses rangs. Et le fait est qu'il y a eu de la résistance de ce côté-là, même si, s'agissant de la plupart des organisations en Europe, elles voyaient d'un très bon œil que la CGT française, avec sa réputation, avec sa renommée, avec son influence dans le mouvement social français, puisse rejoindre les rangs de la Confédération européenne des syndicats. Donc ça a pris quelques années. Sa démarche était assez cohérente, elle était ouverte quant au contact, aux besoins de relations et de travail en commun avec les autres syndicats en France, et c'était cette même démarche qui devait prévaloir à l'échelon international et singulièrement au plan européen. Sur la base de constats évidents, les gouvernements se concertent en Europe, les entreprises sont de plus en plus coordonnées en Europe, et il faut absolument que la CGT soit du concert syndical européen, chacun lui reconnaissant son identité, son histoire, mais en acceptant aussi d'entendre, d'écouter des approches qui peuvent être différentes, avec l'objectif de construire des positions, des initiatives qui soient communes en Europe. Et donc c'est sur cette démarche ouverte, je crois, que repose son engagement dans le FSE. En arrivant à un forum syndical européen, j'ai l'impression qu'il trouve le lieu où il va pouvoir poursuivre la réflexion sur un certain nombre de thèmes, d'actions innovantes pour le syndicalisme, qui n'étaient pas forcément évidents à faire passer dans l'organisation, puisqu'il faut quand même ménager les uns et les autres, les différentes composantes de la structure. Donc, avec Forum syndical européen, il peut aller plus loin, il peut aborder des sujets très, très différents, qui ne sont pas des sujets conflictuels dans la structure, dans l'association. Louis Vianney est intéressé par la démarche de Forum syndical européen et me dit clairement que c'est là l'outil nécessaire dans sa vision du rapprochement des syndicats. Ces rencontres permettent un échange entre syndicalistes français, mais à partir
du syndicalisme européen. Nous invitons des Allemands, Belges, Italiens, Espagnols, souvent des leaders connus dans leur pays et même au niveau européen. Et puis après, le débat, naturellement, vient, et nous, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et comment pourrait-on faire? Et donc le débat porte aussi sur la situation nationale. Et j'ai été ravi de retrouver Louis sur ce terrain de l'innovation sociale. Ravi, mais en même temps pas étonné. Pas étonné qu'il ait, après toute son expérience, à travailler les questions du rassemblement, les questions de l'anticipation, les questions de la perspective, de le trouver à ce niveau-là. Non seulement Louis Vianney s'est exprimé de façon explicite sur l'intérêt du Forum syndical européen, mais il a lui-même participé à des réunions de FSE alors qu'il était secrétaire général de la CGT. Je me souviens d'une réunion où nous avions fait salle pleine avec la participation d'un syndicaliste emblématique, Bruno Trentin, qui est né en France, mais qui est un Italien et qui était secrétaire général de la CGIL. Et qui était un pionnier en matière de rénovation du syndicalisme et sur le plan de la démocratie, de sa conception de la démocratie. On voit arriver le secrétaire général de la CGT. C'est bien dans sa manière. Louis Vianney est venu, il s'est installé, il a écouté le débat. Alors, bien sûr, c'est un encouragement très fort pour tous les secrétaires généraux de fédération CGT qui étaient là, et stimulant pour ceux des autres organisations syndicales. Il n'a pas pris la parole, il a écouté, il nous a salués, il a salué Bruno Trentin, et il est parti avec sa modestie coutumière. FSE devient le lieu où on peut justement aider les syndicats à avoir une réflexion plus profonde, plus approfondie sur l'effet du plan climat, sur l'emploi, sur le travail, sur l'activité économique. Et ça, il s'est énormément investi dans ces réunions. Donc on a fait des réunions avec les organisations syndicales lyonnaises pour justement les alimenter et leur permettre, leur donner un lieu où à un moment donné, ils pouvaient quand même traiter ce sujet qui pour eux, n'était pas forcément dans leurs priorités. L'autre question, c'est bien sûr l'Europe et la place du syndicalisme dans l'Europe et la question de la nécessaire coordination du rôle de la Confédération européenne des syndicats. Mais d'abord, sur la connaissance des systèmes de négociation, de relations sociales, comme on dit, parce que les syndicats français, comme tout le monde, ignoraient comment les choses se passaient en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne. Et dans chaque pays que je cite, il y a des spécificités et qui sont assez éloignées du syndicalisme français. Donc, pour rassembler, il faut d'abord connaître ces spécificités et la diversité. Le syndicat est un organe du salariat. Hein? Le syndicat est au service du salariat. Mais au fond, ce n'est pas le syndicat qui décide sur le salariat. Et donc, c'est une révolution culturelle qu'opère Louis Vianney. Louis Vianney était totalement en phase avec Forum syndical européen. Tout naturellement, Louis Vianney faisait preuve d'une grande modestie, mais Louis Vianney était aussi un visionnaire. Il voyait loin. Il avait compris que le syndicalisme, pour survivre, doit redonner aux salariés toute leur place. En devenant président du Forum syndical européen, Louis Vianney avait choisi d'abolir les frontières. Il nous laisse un exemple et des messages.